Salut, moi c'est Guillaume Haché. Bienvenue dans 70 minutes avec. Pour ce 13e épisode, j'ai eu le plaisir de me rendre dans le bureau de Google pour passer 70 minutes avec Thierry Geerts, directeur de Google Belgique. C'est un entretien qui s'inscrit directement dans la suite de ceux que j'ai réalisés à Molen Geek et avec Alexander De Croo. On parle ensemble de la révolution numérique, de son potentiel et de ses dangers. Et plus particulièrement, on parle de la situation en Belgique. Est-ce que les Belges ont su prendre le train du numérique en marche ? Est-ce que les Wallons sont autant inspirés par la technologie que les Flamands ? Est-ce que la fonction de ministre de l'agenda numérique est à la hauteur des enjeux ? En plus de tous ces enjeux belgo-belges, on parle aussi de Google, de leur activité en Belgique, leur position vis-à-vis du règlement général de la protection des données, GDPR, et aussi du Digital Single Market. Avant de se lancer dans l'interview, je précise que Thierry Geerts n'est aucunement affilié à Nadia Geerts, que j'avais reçu dans l'épisode 8, même si il porte le même nom. Et je précise aussi que, full disclosure, ma société, Quicklyric, l'application belge la plus téléchargée dans le monde, dont j'ai jamais parlé ici d'ailleurs, comme pour beaucoup de monde, la principale source de financement de ma société, ce sont les revenus publicitaires et la vente d'abonnements. Et tout ça se passe très majoritairement par Google. Donc voilà, j'ai fait cette interview en toute impartialité, mais la transparence c'est important, donc je tenais à clarifier ça. Voilà, on se retrouve dans 70 minutes pour quelques annonces. C'est parti! Et bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Google Belgique avec Thierry Geerts. Thierry Geerts, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de Google Belgique, même Google Belux avec le Luxembourg. D'abord, avant de commencer, je vous souhaite une bonne année. Il est encore temps. Merci aux auditeurs aussi, bonne année. Vous étiez auparavant actif dans le monde de la presse, chez Corelio, secteur qui est généralement inerte, assez conservateur, très affecté par la révolution numérique. Des batailles ont d'ailleurs souvent opposé la presse écrite et Google dans les tribunaux à ce sujet par le passé en Belgique. Première question, comment est-ce que vous expliquez que vous avez pu passer d'un secteur aussi réfractaire à la révolution numérique pour ensuite diriger Google, qui est un petit peu la figure de proue de cette révolution numérique? Alors, détrompez-vous, le monde des médias en Belgique est un secteur très dynamique et qui a embrassé la digitalisation très rapidement. Je travaillais à Corelio. Le site du Standard date quand même de 1996. C'était donc le premier site de presse en Belgique. Et assez rapidement, le site du Standard, on est parvenu à le monter à 1 million d'audience par jour, alors qu'on ne vend que 100 000 copies du journal par jour. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de levier très important, comme la mission est de donner du journalisme de qualité en Flandre. Il y avait un levier d'1 sur 10 pour toucher plus de gens via le digital. Et donc, il y a plein d'initiatives dans la presse et nos groupes de médias, par exemple, c'est Sport. Donc, il y a tant le groupe Pers Group que ex-Corelio, qui est maintenant Mediaeus, sont actifs en Hollande. Et le groupe Rossel est actif en France, et donc on a des groupes médias en Belgique qui se portent très très bien, avec lesquels maintenant chez Google on collabore énormément. Et donc c'est beaucoup plus une collaboration qu'on ne pense, et le secteur est beaucoup plus comparable. Les deux métiers sont relativement comparables. Naturellement, nous vivons totalement dans le numérique, on n'a pas d'imprimerie, mais pour le reste, il y a quand même le fait que nous faisons des produits de grande audience, que la presse fait également, et que il y a dans la presse un élément de qualité rédactionnelle indépendamment de la publicité, qui est la même chose chez Google, où vous avez le résultat naturel d'une recherche est totalement indépendant de la publicité, et il y a le même indépendance rédactionnelle, si vous voulez, sur la qualité de nos produits, sur lequel il y a aucun compromis à faire. C'est d'abord l'utilisation, la qualité de l'expérience pour l'utilisateur, et par après éventuellement la monétisation du produit. Donc je me suis retrouvé dans de montrer comparable, tout compte fait, avec des possibilités de plateforme et de liens qu'on a construits, mais avec naturellement une accélération. La vitesse à laquelle on opère chez Google est plus rapide que ce que je n'ai connu dans la presse. Très bien, donc une évolution finalement assez organique. Vous avez publié l'an dernier un livre, Digitalis, publié chez Racine, un livre qui parle entre autres justement de cette révolution numérique. Vous expliquez que bientôt, nous serons entrés dans une nouvelle économie, l'économie de la connaissance.
Qu'est-ce que c'est exactement cette économie de la connaissance, Thierry Hertz? Ça demande effectivement un petit peu de contexte. Nous sommes dans la 4e révolution industrielle. Ça semble, on oublie un peu, mais donc la digitalisation, c'est pas uniquement avoir un chouette smartphone et utiliser quelques chouettes apps. Non, c'est un changement profond de notre société, et le smartphone est une des choses qu'on voit, qui est visible, cette transformation. Et alors la question de savoir, elle ressemble à quoi cette 4e révolution industrielle? Elle est basée sur quoi? Et regardons un peu par le passé. Les premières révolutions industrielles étaient basées sur des matières premières, c'est-à-dire le charbon d'abord, et puis le pétrole et le métaux, l'acier, le caoutchouc et d'autres matières premières. Eh bien, la révolution digitale est basée sur la connaissance. Aujourd'hui, si vous voulez faire une application pour 100 millions d'utilisateurs, eh bien, il faut 9 personnes intelligentes autour de la table, et on s'est construit l'application et la distribuer à 100 millions de personnes. Alors que dans le temps, si on voulait fabriquer 100 millions de voitures, on était obligé d'acheter beaucoup d'acier, beaucoup de caoutchouc. Et donc, c'est la connaissance qui est la valeur aujourd'hui de ce qu'on construit. Et c'est donc l'être humain qui est au centre de cette révolution industrielle. Plus que celui qui possède dans le temps du pétrole était riche, aujourd'hui c'est celui qui a les meilleurs talents qui a cette richesse. Et donc on remet l'individu au centre du débat. La technologie, et donc le mot est mal choisi de digitalisation, parce que la technologie semble être au centre de ça, mais c'est pas vrai. La technologie rend possible une économie plus humaine, basée sur l'individu, la connaissance. Mmh. Mais d'après ce que vous dites, tout le monde ne sera forcément pas égal face à cette révolution numérique, puisque tout le monde n'a pas accès à une éducation de qualité. Donc est-ce que finalement cette nouvelle révolution industrielle ne va pas renforcer, c'est une question assez politique, assez sociétale, mais est-ce que cette révolution ne va pas renforcer encore plus les écarts entre les classes qui ont la chance de pouvoir accéder à une éducation de qualité et les classes populaires qui ont peut-être moins cette chance? Alors c'est en tout cas très différent. Dans le temps, c'est ceux qui possédaient des pétroles ou des usines qui étaient riches. Et aujourd'hui, quelqu'un même sans aucun, admettons vos parents sont pas riches, mais vous parvenez à vous débrouiller. En digital, vous pouvez créer une app tout seul, avec moins de moyens que jamais auparavant. Et donc, en fait, c'est quand même beaucoup plus démocratique qu'était la révolution industrielle précédente. Une fois de plus, cette révolution digitale n'est pas que pour les super talents style ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle. On voit que beaucoup de talents qui ont développé des chouettes applications ou qui aident à cette révolution du numérique sont des gens qui ont simplement beaucoup d'entrepreneuriat, d'envie, qui s'y sont mis. Parce que, une fois de plus, la technologie n'est pas aussi réfractaire que par le passé. Quand vous receviez un ordinateur dans le temps, il y avait juste un écran noir avec un C en vert. Sans manuel, vous saviez rien faire. Alors qu'aujourd'hui, si vous avez un petit business en ligne, vous pouvez sans manuel toucher une grande audience via de la publicité digitale de façon, au fait, relativement simple, avec des cours d'une demi-journée où on devient déjà marketeur digital. Et donc, l'accès à tout ça est plus simple. Il y a juste qu'aujourd'hui, on a un peu peur de faire le pas. Et c'est pour ça qu'on stimule un certain nombre de programmes pour rendre ça le plus inclusif possible. Et donc, vous n'avez peut-être pas entendu parler de Molengeek. Nous avons reçu Julie Foulon dans ce podcast il y a quelques mois. Eh bien voilà, c'est exactement la chose que vous montrez. Molengeek prouve que, indépendamment de ses origines et de ses formations, il y a moyen de devenir un entrepreneur tech. Et parfois de dépasser une grande entreprise qui a beaucoup de directeurs et beaucoup de gens très intelligents, et au fait qui ont un cycle tellement coincé par le passé qu'ils ne parviennent pas à embrasser le futur. Et donc Molengeek, on a aidé ça parce qu'on croyait très fort à l'initiative, mais c'est surtout un exemple pour montrer que c'est plus inclusif que jamais auparavant. Oui, tout à fait. Le numérique permet une certaine ascension sociale. C'est particulièrement évident avec Molengeek, c'est vrai. Vous êtes souvent assez critique de la situation en Belgique, comme moi, donc ça tombe bien. Vous dites par exemple que les Belges ont généralement complètement raté le train de l'e-commerce, puisque les Belges font eux-mêmes plutôt leur achat en France et aux Pays-Bas. En Belgique, il n'y a pas vraiment d'alternative. On sait aussi que le pourcentage des diplômés en informatique est très très faible. C'est, je crois, 1,1% parmi tous nos diplômés sont diplômés en informatique. Pourquoi est-ce que les Belges sont autant à la traîne dans le numérique, Thierry Hertz? Alors il y a plusieurs choses, et oui, ça oui. C'est tellement sociétal qu'il faut aborder beaucoup de choses. Il y a quand même 2 éléments assez importants. Premièrement, les Belges sont plutôt des fabricants que des commerçants. Donc nous avons énormément d'usines de production en pharmaceutique, assemblage de voitures, etc. Donc c'est formidable. Mais l'Internet a commencé par le commerce. Et donc en Hollande, ce sont des commerçants nés. Et donc j'aime assez bien quand je fais des conférences, j'en étais fait une aux Pays-Bas. Quand vous expliquez le potentiel du digital
à une PME en Hollande, l'entrepreneur dit tout de suite, je vais vendre mes produits à Singapour, au Mexique, et il commence le lendemain. Et vous faites la même conférence à Namur, et ils disent, ah oui, c'est intéressant, je vais pouvoir toucher et gueuser. Et vous voyez, donc on pense petit quelque part, hein, et le Hollandais va directement commencer à investir un peu d'argent et voir ce que ça fonctionne, et le Belge va dire, je vais y réfléchir. Et alors, donc c'est plus raisonnable. Le Belge est raisonné et réfléchi. Le Belge est prudent. Mais naturellement dans un âge où tout change, c'est pas de bons conseils. Alors, je crois qu'il est bon d'être prudent. Il faut pas sauter sur le numérique sans rien y connaître, mais il faut sauter dessus. Donc il faut quand même s'y lancer. Surtout que c'est un secteur où il y a moyen d'expérimenter. Je crois que dans le temps, si vous vouliez acheter un serveur, vous achetez rapidement payer 100 000 euros. Aujourd'hui, du marketing digital, vous pouvez commencer avec des toutes petites sommes à essayer ce qui fonctionne. Vous investissez 500 euros, 1000 euros. Vous voyez si vos produits sont intéressants pour une recherche au Japon ou au Mexique. Et donc, vous commencez petit, vous voyez si ça fonctionne, et puis vous pouvez mettre le turbo dessus. Et là, même quand ça fonctionne, le Belge va pas mettre le turbo. Il va se dire, oui, mais il faut faire une croissance prudente. Et les Américains, ils vont peut-être directement tout exploser. Je dis pas qu'il faut faire ça, mais donc il y a une prudence qui elle est génétique. Donc il y a l'élément commerce par rapport à producteur, et alors il y a le génétique, mais qui est stimulé par le fait que on a eu tellement de succès à la révolution industrielle précédente que nous vivons relativement bien. Je sais que c'est politiquement difficile de dire. Les Belges sont parmi les plus aisés à l'échelle européenne avec les Suisses. On adore se plaindre en Belgique et on a des problèmes à résoudre, mais on est quand même en moyenne bien aisé, avec une population bien éduquée, des soins de santé accessibles et plein de choses à améliorer. Mais ça fait qu'on est quand même mieux. Si vous n'avez rien, mais alors rien du tout, même pas une allocation de chômage, et que le digital arrive vers vous, vous dites, ça c'est mon occasion de me sauver. Alors que si vous dites, au fait, bon, je me plains de tout, mais au fait, j'ai ce qu'il faut. Vous allez pas prendre de risques. La détresse sociale est un moteur que les Belges connaissent peut-être un peu moins que les autres. Voilà. Alors ça, c'est un peu bizarre de dire mais c'est quand même la détresse sociale qui a fait que la Wallonie était au centre de la révolution industrielle, la première. Et c'est parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Je veux dire, on vivait dans les champs, on n'avait presque rien. Et donc, quand la révolution industrielle est arrivée, tout le monde a sauté dessus. Et aujourd'hui, comme on fonctionne encore avec la précédente, difficile à changer, de laisser de côté ce qu'on connaît et ce qui fonctionne depuis 150 ans en Belgique. Et donc, c'est ce qui s'appelle du change management, tant au niveau entreprise qu'au niveau sociétal. C'est difficile. Changer, c'est difficile. C'est pas dans notre nature humaine de changer. D'un côté, c'est quand même plus passionnant que de continuer à faire la même chose. Et je crois que il y a tellement de choses qu'on peut réinventer, qu'on peut mieux faire dans notre société, que c'est une opportunité de pouvoir réinventer notre monde grâce au numérique. Mmh. Vous évoquiez il y a un instant la Wallonie. Vous dites dans le livre que trop souvent, les Wallons sont moins inspirés par la technologie, sont trop peu, de manière générale, inspirés par la technologie. Cette différence entre les Wallons d'un côté et les Bruxellois et les Flamands de l'autre, à quoi est-ce qu'elle est due ? Alors là aussi, c'est historique, mais il faut pas oublier que si on retourne un peu dans le temps, l'économie wallonne était bien plus florissante que l'économie flamande. Et donc, la Wallonie a eu ce succès sur l'économie industrielle. La Flandre n'a pas vraiment connu. La Flandre s'est réveillée dans les années 80 avec un plan qui était Flanders Technology, qui était de dire, on va inspirer toute la Flandre à la troisième révolution industrielle, qui était l'informatique et la robotique. Et donc, eux qui étaient en retard par rapport à la Wallonie qui est rentrée en pleine crise de l'acier, etc., coquerille sambre et toutes ces histoires-là, à ce moment-là, la Flandre s'est dit, on va lancer un grand plan d'inspiration. Et ce plan était vraiment très ambitieux. Il y avait des affiches le long des autoroutes, il y avait tous les écoles ont été voir des expositions sur la robotique, et ça a inspiré toute une génération d'embrasser cette nouvelle révolution industrielle, et ils en ont encore toujours les bénéfices. Et donc c'est pour ça que je me dis, on est maintenant dans la 4e révolution industrielle, on a juste à côté de la Wallonie un plan qui a pas mal marché. Si on le mettait au goût du jour et on se relançait, dire voilà, on va faire Belgium Digital plutôt que de faire Flanders Technology, il est temps pour un plan Belgium Digital, parce que cette révolution industrielle, elle doit réellement être portée par 11 millions de Belges. Tout le monde est concerné, que vous soyez jeune, âgé, que vous habitiez à la campagne ou en ville, que vous êtes une grande, haute formation, peu de formation, peu importe. C'est une révolution pour tous et c'est une opportunité pour tous. Mais je crois que ça, il faut l'expliquer à tout le monde. Donc il faut rassurer les gens pour dire que c'est pas si compliqué et qu'il y a des bénéfices à le faire, tout en leur donnant un peu peur que si on ne le fait pas,
du coup, ça devient un peu embêtant parce que les autres vont le faire à notre place. Oui, mais justement, vous dites dans votre livre que cette révolution numérique, ce sera généralement une très bonne chose. En tout cas, ça peut l'être. Mais voilà, si tous ne sont pas égaux face à elle, on disait voilà l'adoption de la technologie en Wallonie, peut-être un peu moins qu'en Flandre, en Belgique, peut-être un peu moins qu'ailleurs. Sur base de tout ça, on a l'impression que finalement, il est tout à fait possible qu'elle se passe très mal pour certains Belges ou pour beaucoup de Belges. Au final, c'est quand même assez inquiétant comme perspective. Mais ça, c'est toujours comme ça. Hein. Si on n'avait pas embrassé la révolution industrielle il y a 100 ans, eh bien, on n'aurait pas de sécurité sociale aujourd'hui. Hein. Si on n'avait pas informatisé notre pays dans les années 80, on n'en serait pas, on serait nulle part aujourd'hui. Donc oui, mais ça, c'est l'être humain, et je crois que c'est tout à fait normal. Et écoutez, si vous faisiez un business il y a 20 ans, vous imagineriez pas faire des affaires sans avoir de fax. C'est évident, tout le monde avait un fax. Eh bien, aujourd'hui, 50% des entrepreneurs wallons se disent, je vais faire des affaires, mais je n'ai pas de site internet. Eh bien, on peut se dire, mais c'est un risque. Je dis surtout, il ne regarde pas dehors. Hein. Aujourd'hui, l'Internet a 25 ans. Si après 25 ans d'Internet, vous n'avez pas embrassé cette technologie-là, vous méritez de recevoir une claque d'un concurrent. Et j'espère que ce concurrent sera plutôt fait par l'autre voisin wallon que par ou belge ou européen. Mais ça, il faut s'y attendre. Et ça, je crois que ça c'est la réalité du monde depuis toujours. Et une fois de plus, il s'agit pas d'être en avance. Ça dure depuis 25 ans. Il est temps de monter sur le train. Et ça, je crois qu'on peut quand même le dire de façon un peu plus stricte. Et c'est pas pour autant un risque. Il n'est pas trop tard, mais il faut s'y mettre. L'école est un sujet qui revient étrangement souvent dans ce podcast. Quel constat faites-vous quant à la place du numérique dans nos écoles aujourd'hui en Belgique ? Alors, il est clair que l'école ne prépare pas au numérique, ce qui est un petit peu inquiétant vu qu'on est quand même en plein dedans. Et je vais vous donner un exemple important. Nous apprenons à nos enfants à traverser la rue à l'école. Et heureusement, parce que traverser la route, c'est quand même un petit peu dangereux. Ceci dit, on a quand même construit l'autoroute de l'information qui est Internet, et on ne leur apprend pas à traverser l'autoroute. Donc on leur apprend à traverser la route, mais pas l'autoroute. Et puis après, on s'étonne que, il y a des accidents qui se passent, donc ils postent des photos qu'ils auraient mieux fait pas poster. Ils ont un mot de passe qui est une vraie passoire. Et quand ils deviennent adultes, ils n'entreprennent pas dans le digital. Donc il y a quand même une relation de cause à effet évident. Donc il y a un rattrapage rapide à faire de notre système de scolarité. Ceci dit, une révolution industrielle, c'est plus profond que ça. Je crois pas que l'école toute seule peut nous amener au XXIe siècle. Je crois que c'est une responsabilité des entreprises. Par exemple, si vous avez des collaborateurs, de les accompagner dans la transformation numérique. C'est la responsabilité du gouvernement d'expliquer ce qui se passe, d'accompagner ça, le rôle des médias, d'expliquer ce qui se passe. Et donc, merci de me donner la parole aujourd'hui. Mais aussi à chaque individu, si vous vivez en 2019 et que vous regardez un petit peu autour de vous, vous pourriez vous dire, est-ce que je suis à la page ou je suis pas à la page? Et je crois que il y a une responsabilité de tout un chacun aussi. On peut pas toujours attendre que le système fasse ce qu'il faut. Si vous êtes dans une entreprise qui vous donne pas de formation digitale, vous devez ou bien prendre des formations en cours du soir, ou bien peut-être changer d'entreprise. Mais vous pouvez vous rendre compte qu'à un certain moment, si vous encodez des factures à longueur de journée, vous pouvez vous dire, dans 5 ans, probablement qu'un système le fera mieux que moi. Je pourrais peut-être faire autre chose. Donc voilà, c'est une responsabilité, je crois, globale. Et ça permet de dire que tout le monde est responsable, parce que sinon tout le monde va attendre que l'autre fasse. Oui. Et en Belgique, ça risque de durer assez longtemps, puisque voilà, on sait que les réformes sont assez lentes au niveau de l'éducation. Voilà, entre les trois communautés, les différents ministères, on sait que le ministère de l'éducation du côté francophone, le ministère de l'enseignement supérieur qui forme les enseignants, et le ministère de la région wallonne de l'économie qui fournit le matériel, qui fournit les connexions internet, etc. sont 3 ministères séparés, respectivement dirigés par CDH, PS et Mouvement Réformateur, et on espère qu'ils feront une révolution numérique efficace, mais voilà. Alors, indépendamment de leur couleur politique, je crois que maintenant il est temps de s'entendre et d'arrêter le jeu. Il est urgent de régler ce problème-là. Ceci dit, comme je dis que tout le monde est responsable, on essaye aussi de rapporter notre pierre à l'édifice. Donc il y a quand même 2 choses qu'on fait assez intensivement. La première chose, c'est CyberSimple. Cybersimple.be est un site où on explique aux enfants et aux adultes l'importance de la sécurité sur Internet. Je vous rappelle que le mot de passe le plus utilisé par les Belges pour l'instant est encore toujours 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et qu'après, il faut pas s'étonner que quelqu'un parte avec vos données de paiement et évite votre compte. Et donc, on explique ce genre de principe, la sécurité pour les enfants, le mot de passe et d'autres choses sur CyberSimple. C'est très facile d'accès, en collaboration avec Testacha et l'agenda du numérique.
Et la deuxième chose, on s'est rendu compte que il y a un problème spécifique en Belgique, c'est les PME. Vous savez, les grandes entreprises ont des consultants qui peuvent leur expliquer ce que le digital fait, etc. L'entrepreneur, il est un peu tout seul parfois par rapport à ça. Et donc, on a lancé une formation qui s'appelle l'Atelier Digital. Et depuis qu'on a lancé, il y a 70 000 personnes qui travaillent dans des entreprises qui ont participé à la formation, qui leur donnent les bases du marketing digital. Et notre ambition, c'est d'arriver à 100 000 personnes avant la fin de l'année. Donc d'augmenter le rythme, parce qu'on pense qu'on a notre partie de responsabilité à prendre dans l'histoire. Et deux choses que vous avez en main. La première chose, c'est expliquer aux enfants ce qu'on poste et ce qu'on ne poste pas. Comment expliquer aux jeunes qui vont arriver en puberté que se faire une photo de soi-même à moitié dénudée et la faire circuler juste à une personne, une fois que c'est en digital, ça se peut se copier. Et ça, il suffit à un enfant de 10 ans de montrer 2-3 exemples de choses qui ont sûrement mal passé, ils ont vite compris. Par contre, si on leur explique pas, ils le font d'abord avant d'avoir compris, ce qui change énormément la donne au niveau personnel. La deuxième chose, c'est que il y a quand même une nouvelle loi qui s'est mise en place en mai l'année dernière, qui est le RGDP. Là aussi, c'est RGDP ou GDPR. Je dis ça toujours en anglais, GDPR. Bref, une nouvelle loi qui implique le respect de la vie privée, qui fait que toutes les entreprises sont obligées de suivre des règles très strictes pour utiliser vos données personnelles. Et là, à vous dire, est-ce que je travaille avec des sociétés auxquelles je fais confiance? 2, est-ce que je maîtrise un certain nombre de choses de base sur ma vie privée? Et donc, par exemple, à qui est-ce que je donne mon numéro de compte en banque, pour donner un exemple plus pratique. Et là aussi, ça pourrait très bien rentrer dans un cours, et il faut pas faire 5 ans d'université pour comprendre les principes de la sécurité et de la vie privée. Par exemple, pour Google, vous allez sur Google Mon Compte, et vous allez voir tous les détails de ce que Google garde pour vous, et vous pouvez décider que vous voulez plus. Par exemple, vous dites, moi, j'aime pas la publicité qui est ciblée sur moi, et donc je veux plus de publicité ciblée. Alors, après ça, il ne faudra pas étonner que même si vous avez 65 ans, vous recevez de la publicité pour les Pampers. Ça c'est, voilà, c'est l'avantage de la publicité ciblée, à son désavantage aussi. Mais au moins, on peut faire le choix. Et je crois que faire ce choix de façon plus délibérée, c'est plus intéressant pour l'individu, ça nous rassure aussi de savoir qu'on est en contrôle, et c'est pas si compliqué. Mais il faut pas prendre les cas les plus sophistiqués qui sont attaqués en échelle planétaire avec ce qu'on peut faire soi-même et ce qu'on peut expliquer soi-même facilement à un enfant, qui sont des principes relativement simples. Je veux dire, on expliquait aussi à son enfant de 10 ans de pas se balader tout nu dans la rue. Alors je sais pas pourquoi on pourrait pas leur expliquer qu'il faut pas en faire une photo non plus et la faire circuler sur les réseaux sociaux. Et ils sont tout à fait ouverts à ce genre d'explication. Vous évoquiez à l'instant le RGPD, le GDPR. Voilà, la puissance de Google au-delà de ses infrastructures, des talents qu'il accueille, ce sont aussi les quantités importantes de données que vous collectez. Comment est-ce que Google a accueilli finalement le RGPD? Parce que on le présente souvent comme une loi un petit peu un bâton dans les roues de Google. Oui. Est-ce que c'est comme ça que ça a été vécu? Alors non, ça j'ai expliqué à tout un chacun qui voulait bien l'entendre. Nous respections cette nouvelle loi avant que la loi existe. Donc 2 ans avant, les principes étaient déjà appliqués sous Google. Google Mon Compte ne date pas de mai l'année passée, mais de 2 ans avant. Nous sommes convaincus que on a besoin de la confiance de l'individu. L'individu nous donnera sa confiance s'il contrôle ce qu'il fait avec ces données. Et donc c'est ce qu'on met en place. Et donc au contraire, comme nous avions pris de l'avance, pour nous c'était plutôt relativement logique, et on a plutôt bénéficié de la loi, alors qu'on a été très clair dès le début. Si vous utilisez cette loi pour mettre dans les bâtons dans les roues de Google, vous vous trompez, et ont plutôt une correction constructive sur ce qu'on veut faire avec la vie privée, comment écrire les textes. Et j'aurais préféré quelque chose. Je crois que le texte est bon, mais il est relativement incompréhensible pour une PME. Et ça, je trouve une erreur. Et il est incompréhensible pour la PME parce qu'il n'a pas été toujours écrit pour les bons principes. Les principes sont bons de respecter la vie privée, mais il faut faire une loi pour l'Europe et pas contre quelque chose. Très bien. Peut-être un commentaire sur l'actualité récente. On sait que cette semaine, il me semble, la CNIL a infligé justement une amende de, je crois, 50 millions d'euros à Google, une amende record, parce qu'elle estimait que ce n'était pas assez clair quand on demandait à Google à quoi serviront mes données, dans quel contexte seront-elles utilisées. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette amende? Je vais pas commenter sur un dossier juridique. Je voulais simplement dire que la plupart des associations de consommateurs ont confirmé qu'on a plutôt bien expliqué la vie privée
et on est plutôt, comme je vous l'avais dit, on a toujours été en avance sur le sujet. Donc voilà. À vous de juger si vous trouvez nos produits utiles et si vous allez voir Google Monton, si vous vous y retrouvez ou pas. Et vous serez seul juge. Est-ce que Google va disputer ou est-ce que Google va simplement accepter l'amende? Je sais rien parce que j'ai pas lu les détails et ça va plutôt être une guerre juridique. C'est relativement peu intéressant. Très bien, mais on va enchaîner. Mais revenons un petit peu à vous, Thierry Hertz, et à ce qui vous occupe ici chez Google. Il n'y a pas en Belgique de campus Google comme on peut en voir aux États-Unis, à Londres ou à Dublin. Il y a par contre des data centers. Et nous sommes ici dans vos bureaux à 2 pas de la Commission européenne. Quelles sont les activités en réalité de Google Belgique? Alors, on fait 3 choses en Belgique. Vous l'avez très bien mentionné, les contacts avec l'Europe. La deuxième activité dont je m'occupe principalement, c'est les contacts avec la Belgique. C'est les contacts avec les entreprises en Belgique. Comment est-ce qu'ils peuvent utiliser l'internet et tous nos utilisateurs en Belgique. Et alors, le data center qui se trouve à Gland, qui est le plus grand data center en dehors des États-Unis, et le premier data center en dehors des États-Unis, qui se développe très très bien, qui est un peu l'usine de Google. Quand vous utilisez Google, vous en rendez pas compte, mais en fait, pour faire fonctionner nos systèmes, il y a des gros investissements derrière. Entre-temps, à Gland, il y a 1 milliard d'investis et il y a plein de monde qui travaille parce que chaque fois que vous faites une recherche ou vous faites tourner une vidéo sur YouTube, il y a à chaque fois naturellement un ordinateur qui se met en place à l'arrière avec une technologie très avancée. Vous vous rendez même pas compte que les données passent via le câble jusqu'à Gland. Et donc donc Google est aussi une industrie relativement lourde, si vous voulez, pour traiter sous ces données. Je l'évoquais il y a un instant, il n'y a pas de campus de Google ici en Belgique. Il y en a un à Dublin, il y en a un à Londres. Je me souviens qu'il y a quelques années, vous présentiez devant Beta Group et quelqu'un dans l'assistance après votre présentation vous a demandé mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de campus de Google ici à Bruxelles ou ici en Belgique? Et j'avais beaucoup aimé votre réponse, donc j'aimerais vous reposer la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de campus Google ici en Belgique? Alors, quand j'ai commencé il y a 7 ans, je m'étais très très fort pour les startups en Belgique. Il n'y avait pas de culture d'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu une énorme transformation. Il y a des campus d'entrepreneuriat partout. Il y a le Geek, on en a parlé, Bicentral, le Quai 10 à Charleroi, Startup à Anvers. Je veux dire, il y a partout en 50 ans des fonds de start-up comme le Wing à Wallonie et des campus qui sont mis en place. Or, c'est pas du tout le rôle de Google de se mettre à la place de quelque chose qui existe. Et donc aujourd'hui, le problème belge n'est plus là. On a tout un bel écosystème pour développer les startups. On a un problème de scale-up. Comment est-ce qu'on rend une entreprise qui va financer jusqu'à 1 million d'euros? Comment est-ce qu'on va trouver les gros financements à 10 millions d'euros? Mais ça, là aussi, c'est pas nous qui s'occupons de ça. Et alors, comment est-ce qu'on va transformer notre économie? Comment les entreprises, toutes les PME fantastiques, les entreprises que nous avons, comment est-ce qu'on va les transformer au digital? Et c'est là aujourd'hui que je vois le plus grand challenge. C'est pour ça que j'ai décidé d'investir plus dans l'atelier digital et les formations des entreprises plutôt que de mettre un campus c'est toujours très visible et sympa. Mais franchement, je crois que là il y a certainement ce qu'il faut en Belgique aujourd'hui. Votre réponse m'étonne puisqu'elle diffère assez fortement de la réponse que j'avais entendue à Flagey ce jour-là. Oui. Parce que à l'époque vous disiez la Belgique est trop petite, trop divisée, ce n'est pas possible. Vous estimez que ça a changé? Non, pour mettre un grand campus Google, il y avait peut-être pas assez de start-up, mais aujourd'hui, je peux réellement dire que une start-up qui veut faire une start-up trouve des mètres carrés et trouve du financement s'ils ont un bon projet. Et ça, c'est différent d'il y a 5 ans. Donc aussi, on prouve à quel point on peut rattraper en Belgique quand on a décidé de s'y mettre. Très bien. Donc voilà, on le disait, Google est aussi très présent à Dublin. L'Irlande, qui était autrefois très pauvre. Il y a eu des investissements très importants grâce à l'Union européenne, les virements qui ont été faits. Des fonds qui ont été principalement investis dans l'enseignement. Donc il y a une masse de travailleurs très bien éduqués en Irlande. C'est une des choses qui attire justement les géants américains de partout dans le monde en Irlande. Voilà ce qui fait un petit peu la Silicon Valley européenne. C'est un petit peu l'Irlande. Oui. Vous le dites dans votre livre. On est peut-être un peu trop bien dans notre Belgique et que finalement on ne ressent pas l'urgence pour innover. Voilà, c'est une différence que je vois avec l'Irlande notamment, qui a connu la détresse sociale, alors qu'en Belgique on le disait pas vraiment.
Est-ce que c'est ça notre frein principal? Est-ce qu'il nous manque une catastrophe, une situation à l'irlandaise, la guerre et la famine? Ouais, mais c'était quand même un petit peu absurde de se dire qu'il faut attendre une crise pour pouvoir se renouveler. Hein, mais dans la nature, on voit ça. Hein, parfois, il faut un incendie. Il faut tomber avant de pouvoir se relever. La nouvelle. Mais bon, je trouve qu'aujourd'hui, l'être humain devrait être plus intelligent, de pas se dire il faut absolument que je prenne le mur avant de me réinventer. On voit par exemple que Charleroi aujourd'hui a retrouvé un dynamisme incroyable. Ils ont dû aller relativement profondément avant de pouvoir se dire tiens, et aujourd'hui il y a une start-up scene à Charleroi, il y a un dynamisme de fou. On a fait un atelier digital à Charleroi qui était un des plus grands succès de 2018 et qui était un peu ma surprise. Et donc comment est-ce que des zones qui fonctionnent bien en Belgique pourraient se réinventer sans d'abord prendre le fond? Parce que vous avez raison, Dublin avant de devenir la base de Google et de plein d'autres sociétés technologiques était vraiment un pays pauvre avec un chômage énorme. Les Irlandais avaient tous travaillé aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas d'avenir chez eux. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Toute l'Europe va travailler en Irlande parce que il y a des sociétés fantastiques qui se sont installées. Et donc moi, je ne crois pas qu'il faut absolument passer par le fond, mais ça demande un peu d'intelligence naturellement. Ça demande du courage de se dire, même si les affaires font du bien, je dis toujours, il faut remplacer le toit quand il fait beau. Et donc réinventer son business model quand les affaires vont bien et pas attendre qu'on se fait attaquer par la concurrence pour quand les affaires vont mal changer son business model, voire se réinventer, parce que là l'entreprise n'a plus toujours le cash flow pour pouvoir faire cette transformation. Parce que changer, ça coûte aussi de l'argent. Oui, donc cette révolution numérique se fera soit intelligemment et de manière assez rapide, voilà, on répondra aux changements qui sont nécessaires, ou bien elle se passera mal et on la verra passer sans s'y être préparé. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois, qu'il y avait eu des vagues importantes de licenciements dans les sociétés comme Proximus par exemple ou comme chez RTL, voilà, en grande partie mis sur le dos de justement cette révolution numérique. On parlait de la Belgique paisible et du bon niveau de vie des Belges en général. Voilà, est-ce que tous ces signaux, tous ces événements n'indiquent pas qu'en fait on se dirige plus vers une transition brutale que vers une transition paisible comme vous? Non, parce que c'est naturellement pas noir-blanc comme vous l'indiquez. Je crois que ce serait noir-blanc si on ne fait rien et ça ce serait vraiment. Je suis obligé de dire est-ce qu'on fait des choses? C'est la question. On fait plein de choses. Oui. Et je crois qu'il y a un nombre d'initiatives qu'on peut que applaudir ce qui se passe. Naturellement. Je crois que c'est mon rôle aussi de ne pas être trop gentil en disant oui, on fait ce qui est nécessaire. Ce que je crois qu'on fait, ce qui est bien, mais on va pas assez vite et donc on ne crée pas l'opportunité, on prend pas l'opportunité en plein. Par exemple, aujourd'hui, on est déjà en pleine révolution transformation numérique depuis 25 ans. Il y a plus de gens au travail que jamais auparavant en Belgique, donc ça c'est bien. Par contre, on a perdu 38 000 emplois à cause du fait que la logistique a eu dur à s'implanter en Belgique pour l'e-commerce. Elle s'est installée à nos frontières et donc on a exporté 38 000 emplois. Donc on aurait pu avoir 38 000 emplois de plus. Donc c'est un petit peu au milieu de ce que vous dites. Non, on est vraiment bien au niveau la digitalisation. On a un ministre de l'agenda digital. Je suis sûr que c'est une priorité de nos différents gouvernements avec lesquels j'ai eu l'occasion de parler. Ils sont tout à fait intéressés et investissent sur le sujet. Ça manque juste un peu d'ambition pour rattraper certaines choses comme par exemple l'e-commerce, comme je vous avais dit, où les Hollandais et d'autres pays limitrophes ont pris de l'avance. Mais quand vous voyez ce qu'on fait en pharmaceutique, biopharmaceutique, etc., on est largement en avance par rapport aux pays étrangers. Donc on fait plein de choses brillamment, mais je crois que on a quand même un petit peu peur de cette révolution numérique. Du coup, on n'y va pas avec suffisamment d'enthousiasme, et donc voilà, on perd des opportunités. Vous dites pas assez d'ambition. Est-ce que vous auriez des fantasmes, des rêves, des envies de projets justement ambitieux, et quels seraient-ils? Oui. Non, alors Claire, je vous l'avais mentionné là tantôt, si je pouvais rêver de ce qu'il faudrait faire en Belgique, c'est clairement un grand plan Belgium digital, où le digital se met en avant de tout ce qu'on fait et où on va inspirer tout le monde à participer à cette transformation numérique, où on n'est même plus obligé d'envoyer des gens en formation où ils se disent mais je vais y aller parce que ça m'intéresse, et dans laquelle il y aurait un axe d'intelligence artificielle assez forte, parce que la nouvelle vague numérique c'est quand même l'intelligence artificielle. Alors c'est un peu un buzzword. Ça veut surtout dire qu'on va avoir des ordinateurs qui auront une relation interaction plus facile et plus humaine, par exemple avec la voix. Et nous avons des labos d'intelligence artificielle qui sont brillants en Belgique, plusieurs, mais ils sont encore financés comme si c'était un des projets
parmi d'autres, alors que je crois que le digital, l'intelligence artificielle sont des éléments clés de notre avenir dans lesquels on devrait mettre plus de priorité. Donc, investissons peut-être un peu moins en béton sur les secteurs traditionnels, investissons un peu plus dans les secteurs d'avenir, avec un plan ambitieux qui s'appelle Belgium Digital, que tout le monde dirait, tiens, ça me donne envie. Du coup, les enseignants en parleront dans les cours. Du coup, les entreprises feront plus rapidement leur transformation digitale. Donc, je crois que c'est plutôt accélérer ça et donner envie pour qu'on le fasse avec enthousiasme, plutôt qu'on va le faire, mais on va le faire un peu plus tranquillement et avec moins d'envie. Oui, vous évoquiez il y a un instant l'intelligence artificielle et les relations peut-être plus humaines, tout simplement, avec les machines, par la voix notamment. J'ai envie de poser la question, simplement, mais pour Google, le fait d'employer Google Assistant par la voix et de ne pas avoir une publicité sur laquelle on peut cliquer, avec laquelle on peut interagir, mais est-ce que vous ne détruisez pas vous-même votre propre fonds de commerce? Eh bien, en quelque sorte, oui. Et donc, nous faisons ce que nous prêchons, c'est-à-dire, on change le temps quand il fait beau. Et pour ça, je vais vous expliquer un petit peu d'histoire sur Google. En 2010, on a décidé qu'on devenait une société mobile first. C'est-à-dire que tout ce qu'on allait développer, on allait le développer d'abord sur le mobile. À ce moment-là, on avait 4% de notre chiffre d'affaires sur mobile et 96% de notre chiffre d'affaires sur le fixe, le laptop ou l'ordinateur. Et donc à ce moment-là, la plupart des entrepreneurs disent, bon, attends, je vais pas investir tous mes moyens dans 4% de mon chiffre d'affaires. Mais comme on s'est dit, ça c'est l'avenir, on a décidé d'investir sur l'avenir. Et grâce à ça, aujourd'hui, nous avons 50% de clics en mobile et 50% de clics en fixe et les revenus sont comparables. Et donc on pense que la même chose va arriver avec l'intelligence artificielle, dur à prononcer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dit on devient une société intelligence artificielle d'abord. Tous nos produits sont développés avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça ne nous donne pas immédiatement des possibilités de revenus, mais on est persuadé que comme c'est l'avenir, on va pouvoir trouver les moyens de monétiser ça. Et on voit par exemple que la voix, souvent, c'est bien pour poser une question à un ordinateur. Par contre, la réponse par la voix n'est pas toujours utile. On est en plein salon de l'auto. Si vous dites « Ok Google, quelles sont les nouvelles voitures au salon ?» S'il commence à parler et vous énumérer il y a une nouvelle Ford un tel et une nouvelle Renault un tel, vous n'allez pas être très satisfait. Et par contre, on se rend que si on pose la question avec la voix et qu'alors un écran s'ouvre et vous montre la réponse, là vous serez intéressé, vous dites ça c'est une meilleure expérience client et donc on va pouvoir retrouver une façon d'avoir un lien avec lequel on peut faire de la publicité. Comment? Et ça on verra. Et ça je crois que c'est très important dans le monde d'aujourd'hui d'oser investir dans l'avenir, même si on n'a pas un business plan tout à fait ficelé, où on a... j'ai fait des calculs par le passé dans les médias où on faisait des calculs au centime près sur des plans d'affaires, alors que quand on réalise, on se rend compte que la réalité n'est pas comme ça. Donc si on mettait un peu moins de temps à faire des spreadsheets et un peu plus de temps à être entrepreneur, lancer l'idée plus vite, expérimenter. On se lance et on réfléchit après, c'est ça que vous dites. Alors, c'est peut-être un peu extrême, mais disons que en tant que Belge, on ferait mieux de se dire qu'on va faire ça, parce qu'aujourd'hui, on réfléchit vraiment pendant 2 ans, puis on met 2 ans à exécuter, et ça met 4 ans avant qu'on soit prêt. Entre-temps, le marché a changé. Oui, parce que la grande différence avec Google Assistant par rapport à, par exemple, des Google Maps ou Waze ou les Google Search classiques, c'est que voilà, dans tous les services que j'ai cités, on peut, en tant que marque, payer pour avoir un bon placement. La grande différence avec Google Assistant, c'est qu'il y a une seule réponse. Oui. Et donc, la grande crainte, c'est de se dire, mais la seule réponse que j'ai, est-ce qu'un jour elle sera monétisée? Est-ce qu'elle sera achetée par une marque? Elle pourra pas être monétisée. C'est exclu parce que ça doit être la meilleure réponse. Et si vous posez une fois une question à Google et qu'il vous donne une réponse commerciale qui vous intéresse pas, c'est foutu. Vous n'allez plus utiliser le modèle. Donc, il est clair que à toutes les questions où il y a une réponse, c'est pas là-dessus qu'on pourra gagner notre argent. Et donc, c'est plutôt dans le cas d'une nouvelle voiture où il y a, même dans votre cas, il peut y avoir 20 options possibles et où nous proposerons 20 options dont 5 sont clairement sponsorisées et 20 sont la réponse naturelle sur un écran qui va s'ouvrir. Je ne m'inquiète pas du tout pour les possibilités de monétisation là-dessus. Elles seront différentes. Et je vous assure que s'il y a une constante à travailler chez Google, c'est qu'on est en changement permanent et qu'on se remet en question tout le temps. Les gens disent, ouais, t'es tranquille chez Google, vous gagnez de l'argent, vous êtes peinard. Je suis moins peinard que dans mon rôle précédent. Et chez Google, tout le monde est très conscient du changement, même à l'intérieur du numérique où il y a du changement. Parce que naturellement, on est la société qui montre un petit peu l'exemple, donc on doit être en avant de la technologie. On s'est mis des objectifs relativement ambitieux à ce niveau-là.
Oui. L'intelligence artificielle, ça fonctionne très bien chez Google, ça fonctionne très bien à la Silicon Valley, ça fonctionne bien en Chine également, ça fonctionne bien un peu en Israël, hein, puisque c'est financé par leurs investissements importants dans le cadre militaire. En Europe, par contre, c'est un petit peu le désert, hein, et vous le dites dans votre livre, l'Europe est trop divisée. La Chine et les USA comptent quant à eux un marché intérieur très important. En Europe, c'est divisé au niveau des frontières, trop de langues, trop de cultures, trop de législations différentes. Quand vous dites ça, mais on se dit, mais c'est un problème sans solution. Non, une fois de plus, et c'est sans solution si on n'y fait rien. Mais je crois que mon constat n'est pas fait pour dire c'est foutu. Mon constat est fait pour que les gens se disent mais oui, en fait, il y a des opportunités, on peut faire des choses. Je reviens en fait que malgré que c'est divisé, on a plein de labos en Belgique au niveau de l'intelligence artificielle. En France, Macron a lancé un grand plan d'investissement sur l'intelligence artificielle. 2 de nos labos importants d'intelligence artificielle sont installés en Europe. Donc, pour l'instant encore en Europe puisque c'est en Angleterre. DeepMind, qui est notre principal investissement en intelligence artificielle, se trouve en Europe. Donc, il y a plein de pépites. Ce que je dis, c'est que on sous-utilise notre pépite. Si on avait un marché unique et intérieur vraiment uniformisé, les entreprises européennes auraient accès à ce marché de 500 millions de personnes avant de devoir s'attaquer à l'étranger. Et donc, ce serait plus important que le marché européen. Et comme le produit national brut de l'Europe est plus important que la Chine, on aurait un marché plus juteux, avec plus d'habitants. Je crois que c'est une opportunité ratée. Je suis un grand fan de l'Europe, mais on s'est arrêté à la moitié. On n'a pas vraiment uniformisé. Donc, si vous êtes un fabricant de châssis en Belgique, et vous avez un webshop à Halle. Hein, vous voyez, Halle, c'est une commune près de Bruxelles. Et si vous voulez vendre vos châssis à 10 km à la ronde, vous avez 3 législations différentes à respecter en Belgique. Les législations de la région bruxelloise, la région wallonne et la région flamande. Alors, quand vous attaquerez à la France, vous allez avoir un autre régime TVA, vous allez avoir d'autres législations au niveau vie privée. Et donc, dès que vous avez un taux d'action de 50 km, où vous allez être confronté à 10 législations différentes, c'est quand même pas très efficace. Et ça, je vois pas à qui ça rapporte. Ça n'a aucun avantage. Et je crois pas que la loi sur les châssis soit meilleure à Bruxelles qu'elle n'est en Wallonie. Si on se mettait d'accord sur la même, on aiderait nos entrepreneurs. On aiderait aussi les particuliers. Ça deviendrait moins cher pour tout le monde. Et donc, pour finir, c'est le consommateur qui paye plus cher parce qu'il n'y a pas cette offre de service uniformisée. Et c'est les entreprises qui peuvent pas se développer de la même façon qu'elles ne pourraient le faire. Ceci dit, c'est pas ça qui doit nous retenir. Il y a plein d'entrepreneurs européens qui sont passés dans toutes les frontières. Prenez l'exemple de Booking.com, c'est une société européenne. Elle s'est développée dans l'Europe entière, même dans le monde entier. Et ils ont fait face à ça. Et ils ont commencé avec les problèmes de frontières, d'explication. Donc je crois que ça ne stimule pas notre économie digitale, mais peut pas être une excuse non plus. Voilà, le marché commun, le Digital Single Market. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Google participe également à des actions de lobbying ici à la Commission européenne, au Parlement européen. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel Google milite activement, ça? Plus de Digital Single Market, plus de marché commun ici? Absolument. Je crois que l'Europe a oublié de communiquer pourquoi il y a l'Europe. Et donc aujourd'hui, les gens se demandent mais pourquoi est-ce qu'il faut une Europe? C'est compliqué. Sans Europe, on n'aura pas eu la paix pendant 50 ans. Et il faut connaître une guerre pour se rendre compte à quel point c'est un bonheur d'avoir la paix. Si vous pouvez payer avec l'euro dans les pays voisins et que vous devez pas changer. Moi, j'ai encore connu les florins et les francs français. Hein, donc je partais à 50 km de chez moi. Et je vais trouver d'autres monnaies. Donc l'Europe a fait des choses fantastiques pour nous. Mais aujourd'hui, les gens ont un doute pour l'Europe parce qu'on leur a pu expliquer. Il n'y a plus de grands projets européens. Et donc je crois que créer ce marché unique européen serait un vrai avantage pour les entreprises, les citoyens et l'Europe. Et pour être mieux communiqué. Ceci dit, notre mission n'est pas l'Europe. Mais je crois qu'on essaye de dire ça parce qu'on voit à quel point ça bloque les entreprises qui travaillent avec nous. L'actualité du Digital Single Market en ce moment, c'est surtout la directive concernant le copyright. Ça touche un petit peu à votre ancienne vie dans le monde de la presse. Oui. Il semble que il y a peut-être une échappée, une porte de sortie pour arriver à exclure les articles 11 et 13 dont on parle souvent et contre lesquels Google a souvent milité. C'est un petit peu, encore une fois, un exemple emblématique qui montre que cette révolution numérique clive très fort. Hein. On voit justement dans votre ancienne industrie, le monde de la presse, les dents qui se serrent, le stress qui monte. Et quand on lit justement les articles dans Le Soir, dans La Libre Belgique, etc.,
Ces articles 11 et 13 sont dépeints comme le Graal, comme ce qui va sauver la presse écrite. Comment est-ce que vous expliquez que on puisse avoir des interprétations aussi différentes au sujet de ces deux articles? Alors, le dossier est terriblement complexe et je crois que ça nous mènerait beaucoup trop loin de rentrer dans le détail. Je dis qu'une chose, c'est les législations qui existent doivent parfois être adaptées à ce nouveau monde numérique. Je veux dire, il est clair qu'on a une révolution industrielle qui change un certain nombre de paradigmes, et donc il faut revoir un certain nombre de choses. Le travail de nuit, les systèmes TVA, plein de choses qui doivent être revues. Donc il n'est pas anormal de revoir également le copyright. Je crois qu'on est rentré dans ce débat-là de la même façon que dans le respect de la vie privée. On est d'accord sur les principes, mais faites attention à l'impact sur les PME, sur les petits éditeurs. Et donc il y a des effets collatéraux qui, à mon avis, sont sous-estimés, et donc il faut faire une loi simple, lisible et applicable, qui est au goût du jour. C'est pas toujours le cas dans ces textes qui sont là aujourd'hui, et je crois que quand on écrit des choses qui sont incompréhensibles pour les gens, il vaut mieux pas l'écrire, parce que c'est ça qui crée un certain populisme. Alors vous recevez de nouveau 100 000 pour dire que vous pouvez pas accéder à tel site parce qu'il y a telle ou telle loi. Voilà, chez le consommateur, il comprend plus grand-chose. Et donc, revenons-en à ce que l'expérience de l'utilisateur, avec le respect des investissements d'un chacun. Mais le débat n'est pas toujours objectif. Pourquoi? Parce que voilà, il y a des intérêts économiques en place. Il y a beaucoup d'avis différents en Europe. Mais je vois qu'il faut surtout pas en faire une espèce de guerre du numérique. Ça n'a aucun sens. Ça serait pas avantageux pour tout un chacun. Réfléchissons plutôt à l'opportunité. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu pour être avec le goût du jour? Comment les entrepreneurs peuvent être avec ça? Et une fois plus, même avec les éditeurs, on continue à travailler très activement. On a le Digital News Initiative, qui est une initiative de Google où on travaille main dans la main avec les éditeurs de presse pour réinventer le modèle de la presse. Comment est-ce qu'on peut trouver des nouvelles formes de financement? Comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux connecter avec une audience, etc. Plein de projets intéressants, et donc je crois qu'il faut se focaliser sur ce qu'on peut faire pour l'avenir, plutôt que de faire des combats d'arrière-garde. Vous pouvez nous en parler, voilà, de ces collaborations avec le monde de la presse. Comment est-ce que voilà, la presse devrait se réinventer d'après vous? Quels sont les conseils que vous donnez à ces différents acteurs? Conseils, une fois plus, eux sont les éditeurs. On peut dire qu'il y a un certain nombre d'opportunités. Je crois que je vous l'ai mentionné là tantôt. Aujourd'hui, grâce à la digitalisation, vous pouvez toucher une audience bien plus large que par le passé, puisque vous n'avez plus la limitation de la distribution. Et donc aujourd'hui, une société un éditeur qui écrirait un article intéressant, au lieu d'être limité par une distribution papier à 10 000 exemplaires, peut toucher premièrement 4 millions de Wallons, et puis les francophones ailleurs, pourrait toucher 50 millions de francophones dans le monde entier. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne crée pas plutôt du contenu en fonction d'une opportunité linguistique plus large que de se rester coincé sur son nombril qui est la francophonie en Belgique? Pourquoi ne pas traduire ce genre de choses-là et pour les exporter ailleurs? Il y a la même chose sur les contenus audiovisuels. Le Danemark a fait quelque chose de fantastique. Le Danemark est une communauté d'environ 4 millions d'habitants qui parlent danois. Il y a dans le monde entier 4 millions de gens qui parlent danois. Et donc vous imaginez, créer du contenu de qualité pour la télévision danoise, c'est un peu compliqué parce que l'audience est minuscule. Eh bien aujourd'hui, une série danoise est un critère de qualité, et le monde entier regarde la série danoise, Borgen et le Bridge, parce qu'ils ont investi en qualité de leur contenu, et ils ont fait une espèce de modèle, un peu la série noire danoise. Et donc malgré que le danois, il y a personne qui comprend, il y a quand même 200 millions de personnes qui regardent des séries danoises, et il y a eu des remakes des séries danoises. Et donc plutôt que d'essayer de faire de dire ouais, on va protéger le Danemark avec 36 000 droits et on va fermer les frontières, ils se sont dit c'est une opportunité pour nous parce que notre contenu peut être distribué de façon plus large. Et donc je crois que ça c'est des exemples de dire tiens, il faut retourner le modèle. Plutôt que d'apporter l'information du monde entier vers la Belgique, comment est-ce qu'on peut de la Belgique créer des contenus de l'information qui est intéressant. Il faudrait que le soir et la Libre Belgique ne limitent pas leur audience à la Belgique francophone, mais au monde entier, à l'Europe entière, élargir leur public. C'est ce qu'ils font quelque part, puisque le groupe Rossel a investi en France. Donc le groupe Rossel n'est déjà plus du tout uniquement présent en francophonie, mais à des quotidiens en France. Comme vous avez dit, les groupes flamands ont investi en Hollande. Donc quelque part, ils ont déjà amélioré leurs audiences. Ceci dit, ils n'ont pas encore focalisé sur le contenu qui peut sortir de la région dans laquelle ils ont un quotidien. Et j'ai pas dit que c'était simple. C'est juste pour dire qu'il faut réfléchir différemment, et puis après
à chacun à réinventer son modèle. Mais je suis persuadé qu'il y a aujourd'hui, pour toute PME, il y a 4 milliards de personnes qui sont à un clic de votre entreprise. Pour chaque société média, il y a aussi 4 milliards de personnes qui sont à un clic. Naturellement, chaque contenu n'est pas pour tout le monde et les langues sont des barrières. Mais aujourd'hui, il est parfois suffisant de sous-titrer un contenu audiovisuel pour pouvoir l'exporter. J'aimerais revenir un instant à la Belgique. On l'évoquait tout à l'heure, voilà, les startups autrefois très peu présentes, maintenant un peu plus, vous le disiez. On reste, si pas le dernier, mais alors l'avant-dernier en termes de taux de création d'entreprise. Donc l'esprit d'entreprendre n'est pas vraiment présent, ou en tout cas trop peu. Est-ce que Google aimerait participer à un changement de mentalité à ce niveau-là? Est-ce que Google se voudrait acteur pour encourager davantage de startups à débarquer? Comme je l'avais dit, notre rôle ne doit pas être partout, loin de s'en faut. Donc on inspire des startups et on inspire des sociétés traditionnelles à faire la transformation numérique. Je crois que c'est à nous à stimuler l'entrepreneuriat en tant que tel. Je suis assez convaincu qu'on ferait mieux de parler plus d'entrepreneuriat dans notre système scolaire, parce qu'être entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui est plutôt chouette. On prend son avenir en main, on n'est pas dépendant d'un patron, on détermine son salaire soi-même et on développe ses affaires. Donc c'est plutôt beau. Alors que l'entrepreneuriat a quand même été un peu stigmatisé à la Belgique par le passé, et les entrepreneurs qui réussissent sont un peu considérés comme suspects, alors que c'est eux qui créent quand même de la valeur, et ça doit se faire en concertation avec les partenaires sociaux, etc. Mais c'est plutôt un climat. Aujourd'hui, il y a une opportunité de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, dans le temps, c'était compliqué. J'étais entrepreneur moi quand j'étais étudiant. Il fallait trouver du capital, c'était compliqué. Déjà le mot entrepreneur dans les années 80, c'était pas terrible. Et avant de commencer, il fallait acheter un ordinateur qui coûtait très 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 cher. Alors qu'aujourd'hui, vous achetez un laptop à 300 €, vous vous connectez à Internet, vous créez un webshop et vous pouvez toucher 4 milliards de consommateurs tout seul avec un ordinateur. Et donc, et on voit ça. On voit des entrepreneurs fantastiques avec de petites équipes qui font des business fantastiques. Donc l'opportunité est là. L'opportunité est là plus qu'elle n'était avant. C'est une meilleure période pour être entrepreneur qu'il y a 30 ans. Et voilà, l'opportunité est là, et l'opportunité est là également pour Google qui va utiliser ces services, les proposer à tous ces entrepreneurs. Oui. La barrière culturelle reste là. La peur d'entreprendre, le mot entrepreneur fait encore un petit peu peur aujourd'hui en Belgique. On l'a dit, un taux de création d'entreprise, je crois 3,6%, quoi. Oui. C'est évidemment plutôt difficile comme challenge, la barrière culturelle. Est-ce que Google ne serait pas intéressé par, je ne sais pas moi, on sait qu'il y a des Google Ventures par exemple à Mountain View. Est-ce que Google serait intéressé par un petit peu donner un petit peu du charbon à cette révolution entrepreneuriale, cette révolution culturelle? Alors comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui plein d'organes et de les Invest, Win et d'autres programmes qui sont là. Et donc on doit pas être à leur place. Les Google Ventures investissent dans des projets fous dans lesquels les autres n'investissent pas. Et ça c'est notre rôle. Nous on utilise la technologie pour résoudre de grands problèmes sociétaux. On a investi par exemple dans les voitures autonomes en 2010. Il fallait avoir du courage pour investir en voitures autonomes en 2010 et d'investir pendant des années dans un programme auquel personne ne croyait. Donc voilà, chacun son rôle, et je crois que notre mission est de faire quelque chose que les autres ne font pas. Aujourd'hui, je crois que c'est plutôt, nous ce que j'essaie de faire, c'est de dire, on montre l'opportunité, et puis après, sous quelle forme elles sont prises. Est-ce que c'est les entreprises traditionnelles qui se transforment dans le digital, ou bien est-ce que c'est des entrepreneurs qui relèvent le défi? Je veux juste dire qu'aujourd'hui, il est plus simple d'entreprendre parce que les moyens sont là. Et deuxièmement, on doit réinventer notre monde. Donc tout ce qu'on a fait jusqu'ici était basé sur des principes industriels. Et si vous êtes entrepreneur, vous dites tiens en fait ça marche pas très très bien, vous pouvez lancer une app ou lancer un produit. Et donc il y a beaucoup plus d'opportunités de démarrage d'entreprise que jamais auparavant, puisqu'il faut tout réinventer. Dans la mobilité, il faut tout réinventer. Dans les soins de santé, il faut tout réinventer. Dans le commerce, on est en plein de réinventer avec les e-commerce et les expériences en magasin. Mais donc il y a encore énormément à faire. Mais on ne peut que en parler. Après, voilà, c'est pas à nous à dire vous devez être entrepreneur, vous faites exactement ce que vous voulez de votre vie. Moi, je suis très enthousiaste par rapport à ça. Je coach des entrepreneurs, je parle à beaucoup d'entrepreneurs ou des potentiels entrepreneurs. Le seul problème, je crois, c'est qu'on a fait peur aux Belges
sur le risque entrepreneurial. Et ça, c'est dommage. À cause de ça, on bloque plutôt des envies. Donc moi, j'ai envie de redonner envie aux gens. Et puis après, une fois plus, l'envie, c'est ce que vous avez envie de faire. Et aussi de revaloriser des métiers qui, par le passé, étaient un peu perdus. Moi, je crois qu'un des plus beaux métiers du monde, c'est être plombier, par exemple. Mon père m'a envoyé à un stage de plomberie en espérant que je fasse la plomberie. Et malheureusement, j'ai réussi mes études universitaires. Mais on oublie les métiers manuels. Quelqu'un qui fait bien son métier en manuel est beaucoup plus heureux comme indépendant que quelqu'un qui est dans une usine à travailler 7 heures par jour. C'est pas toujours aussi humain. Mais nous avons dévalorisé ces métiers. Et c'est assez incompréhensible. Il faut revaloriser le métier d'enseignant aussi. Je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde, terriblement indispensable dans une période de transition. On n'a pas, en tant que société, vraiment revalorisé ce métier. D'antan, l'enseignant, le maire et le médecin étaient les personnes les plus importantes d'un village. C'est plus le cas. Ça devrait redevenir un petit peu le cas. Oui. On évoquait tout à l'heure, la question du numérique à l'école qui n'est pas assez présente, la question de l'entrepreneuriat à l'école qui n'est pas assez présente. On évoquait le fait que la Belgique est un système un petit peu en forme de couche, en forme de lasagne. Le fait que Google participe, encourage et aide financièrement une initiative comme Molengeek, oui. Est-ce que ce n'est pas en partie constat d'un échec au niveau de l'enseignement en Belgique, du fait que le numérique soit autant absent des écoles, le fait qu'il y ait autant de jeunes qui soient délaissés et qui ne rencontrent pas l'opportunité qu'est le numérique au sein de l'école? Est-ce que finalement Molengeek n'est pas le symptôme, le résultat d'un échec de l'enseignement ici en Belgique? Non, je crois pas que nous avons l'enseignement le qualitatif qu'on puisse imaginer quand même. Je veux dire, ce qu'a réalisé l'enseignement en Belgique, on a quand même un taux d'éducation générale. Si le populisme ne perce pas trop en Belgique, c'est parce que la plupart des Belges ont une bonne éducation et donc comprennent qu'on est en train de leur vendre des bobards. Et donc ça, c'est une bonne chose. Le problème, c'est que cette transition est difficile à faire. Donc il est normal que dans une période de transition rapide, c'est pas 100% clair ce qu'on peut faire, donc il est normal qu'il y a des initiatives diverses et variées qui testent et qui inspirent. Molengeek est une réussite, mais c'était pas évident, et le monde de l'enseignement n'est pas quelque chose qui peut se faire sur des hypes ou sur un coup de chance. Ça doit être très structuré et bien fait. Donc j'espère uniquement que le monde de l'enseignement puisse s'inspirer de ce genre d'initiative et le plus vite possible les structurer avec la pédagogie que eux connaissent et que nous n'avons pas. Et la seule chose que je leur demande, c'est d'être ouvert à tout ce genre d'initiatives. Il y a une autre initiative fantastique. Déjà, nous participons. Cet été, on fait des stages pour les enfants à l'atelier digital au-dessus de la gare centrale, à Bicentral. Donc c'est quand même un lieu que je vous invite tout à chacun à visiter, où il y a 40 initiatives digitales au-dessus de la gare centrale, qui est une initiative mixte public-privé, avec énormément d'enthousiasme et de potentiel. Une autre initiative bien structurée, c'est Coder Dojo, qui est une formation des jeunes par les jeunes pour l'informatique. Et donc les jeunes, comme ils vont chez les scouts le dimanche ou le après-midi, ils vont le samedi matin à un cours de coding. Ils apprennent à coder. Ces cours sont tous pleins. L'initiative a été inventée il y a pas mal d'années en Irlande. Elle tourne en Flandre depuis longtemps. Elle se développe en Wallonie et à Bruxelles. C'est le genre de programme que j'aimerais que le programme éducatif intègre, parce que le problème de Coder Dojo, qui est toujours plein et fantastique, c'est qui inscrit ses enfants à Coder Dojo? Les geeks. Les gens qui font de l'informatique, ils se disent je comprends que c'est important, j'envoie mon enfant. Je vois pas pourquoi un enfant qui est fils d'ouvrier d'une usine, peu importe, ne peut pas avoir cette même chance. L'avantage du système scolaire en Belgique, c'est qu'il est inclusif. Tout le monde a accès. Et je trouve que c'est un malheur que c'est uniquement les gens qui savent que Coder Dojo existe. C'est-à-dire les enfants qui probablement avaient déjà un ordinateur à la maison et ils l'auraient probablement en tout cas fait. Alors que ça devrait être donné aux autres. Et je vous assure que si vous donnez des cours de formation à tout le monde, vous allez voir à quel point c'est inclusif. À quel point des enfants qui a priori n'étaient pas en réussite scolaire deviennent excellents en informatique. Et donc peuvent devenir des super talents. Nous avons fait une session de quelques heures dans une école. Et après cette session-là, on avait un feedback sur les élèves et on avait dit voilà, cet élève-là, il est formidable, il va réussir. Et l'enseignant était bouche bée parce que c'était son plus mauvais élève. Et donc quelque part, en Belgique, on a tendance à évaluer nos élèves comme si on mesurait les poissons s'ils savent monter dans les arbres.
Et donc fatalement, les poissons savent pas monter dans les arbres, donc ils sont toujours mal évalués. Mais ils savent bien nager. Et donc on donne des bons points à plein de mammifères qui savent monter aux arbres, mais on rate les poissons. Eh ben, en informatique, c'est un peu vrai. Il y a un peu de ça. Il y a des gens qui sont excellents en école scolaire traditionnelle et qui sont excellents en informatique, mais il y a aussi des gens qui ne réussissent pas en système scolaire, qui sont excellents en informatique, qui deviennent des geeks, et que grands entrepreneurs qui ont raté complètement leurs études. Beaucoup de tech entrepreneurs aux États-Unis n'ont pas terminé leurs études, et prenons quand même l'exemple d'Albert Einstein, qui n'a pas été particulièrement apprécié par ses profs. Oui. C'est la solution du coup pour ces élèves geeks qui ont des difficultés à l'école? Alors moi j'ai toujours, en tant que parent, ne comptez pas uniquement sur l'école pour l'éducation. Montrez-leur à jeune âge, trouvez des cours à côté, achetez un ordinateur, montrez-leur ou faites-leur développer eux-mêmes. Ils se débrouillent tout seuls. Vous donnez un ordinateur, ils font des choses magnifiques. Mais alors j'espère moi que l'enseignement puisse intégrer ce genre de choses dans le programme et le plus vite possible. Oui. Une dernière question, vous proposez d'introduire un Chief Digital Officer au niveau fédéral. Il y a déjà un ministre de l'agenda numérique, Alexander De Croo. Je crois qu'aujourd'hui c'est un secrétaire d'État, puisqu'il était remplacé suite à la crise gouvernementale que nous avons connue récemment. Un ministre Philippe de Backer qui est à l'agenda numérique. C'est ça, oui. Il est pas secrétaire d'État? Non, il est devenu ministre. Il était secrétaire d'État, il est devenu ministre. Voilà. Ouais. On ne s'en sort plus. Vous proposez, d'introduire ce nouveau Chief Digital Officer. Quelle différence avec le travail du ministre à l'agenda numérique? Alors le problème c'est de dépolitiser tout ça. Comme vous l'avez dit très bien, comme on en a parlé de l'enseignement tout à l'heure, dans le numérique il y a le même problème. C'est pour réaliser le numérique, c'est très transversal. Vous devez faire ça clairement dans toutes les régions du pays et ça touche l'enseignement, l'entrepreneuriat, l'économie, enfin tous les domaines. Et donc aujourd'hui, quand Alexander De Croo a présenté son plan pour le digital, il s'est rendu compte que dans tout ce qu'il fait faire, pour la moitié, il n'avait pas les compétences pour le faire, enfin les pouvoirs pour le faire, parce que c'était un collègue. C'était particulièrement évident pendant notre interview où il parlait beaucoup de l'enseignement et je lui disais mais ce n'est pas votre compétence. Voilà. J'étais un petit peu gêné, oui, c'est vrai. Donc, alors, je suis pas du tout dans le politique et donc je sais pas comment il faut résoudre ça. Et donc dans mon livre, j'ai dit peut-être qu'une solution, c'est de prendre une personne apolitique. Et de nommer un Chief Digital Officer qui est une personne indépendante, non politisée, auquel les politiciens donnent un certain pouvoir, comme et puis s'attaquer à ce problème-là de façon plus entrepreneuriale, plus rapide que le politique ne puisse faire, dans lequel toutes les régions et tous les niveaux de pouvoir seraient à la table. Il y aurait un conseil d'administration qui serait composé alors de ces ministres qui ont ces pouvoirs, de telle sorte qu'il y a naturellement un contrôle démocratique. C'est pas une espèce de Mussolini qui va régler le digital, au contraire. Il faut que ce soit inclusif. Mais on va devoir s'accélérer là-dessus. Et j'ai été inspiré par un certain nombre de modèles. Comme ça, on voit que à Londres, le digital a très fort été développé par un Chief Digital Officer. Stockholm a nommé un Chief Digital Officer également. Au Danemark, il y a des initiatives comparables. Et on voit que ça fonctionne même dans des pays un peu moins compliqués, mais où quand même, comme c'est transversal, ils ont aussi un certain nombre de problèmes pour faire avancer les choses. On nomme quelqu'un qui soit une mission très bien précise et qui s'attaque à ça. Ce qui me semble normal dans une transition pareille, que on ait quelqu'un qui ne fait que ça et qui essaye d'aller de l'avant le plus vite possible avec une mission. Alexander De Croo, il avait le numérique, mais il avait aussi l'aide au développement. Et il était aussi vice-premier ministre. Et la poste, etc. Et donc, non, mais il faut maintenant, il faut arrêter de jouer. Il faut quelqu'un qui est le plus capable possible, indépendamment des couleurs politiques, âge, homme, femme, n'importe, peu importe, quelqu'un qui prenne le challenge et qui ait le soutien de tout le monde pour faire avancer ça. Oui. Donc un projet, plus fédéral, plus une refédéralisation, de ces compétences plutôt que de les mettre en couche. Non, si on dit refédéralisation des compétences, on va dire ça va pas se passer. Non, on garde les trucs comme elles sont, oui. Mais on met en commun quelqu'un qui va avoir une plateforme commune. Il va traverser la lasagne. Oui, parce que ça a quand même fonctionné. Pas oublier, par exemple, dans la taxation des poids lourds en Belgique. Ils ont dû installer partout en Belgique des systèmes pour traquer les camions. Eh bien, les 3 régions, du coup, parce qu'ils pouvaient taxer, se sont entendus et technologiquement, ça s'est mis en place en un minimum de temps et ça fonctionne. Personne n'en parle et ça s'est fait avec les 3 régions.
qui tout à coup, comme ils pouvaient gagner de l'argent, ont décidé de pas se chamailler pour une fois. Et donc, il y a moyen de faire ça sans pour autant changer le système d'État, qui est un sujet hautement politisé et qui, franchement, n'intéresse plus personne. Je crois qu'il faut maintenant faire avancer le schmilblick. Mais voilà, on vous sent en tout cas très animé par ce grand projet. Et du coup, on a très envie de poser la question, Thierry Hertz, est-ce que vous seriez éventuellement candidat pour un tel poste? C'est amusant, j'avais pas du tout pensé à ce boomerang, et vous êtes fatalement pas le premier qui pose la question. La réponse est non, pas du tout. Parce que quand vous décrivez le Chief Digital Officer comme étant externe à la politique, pas un politicien, mais quelqu'un qui connaît quand même bien tout ça, voilà, on se dit, il a une idée derrière la tête. Non, en fait, j'ai écrit le livre et puis mon éditeur m'a dit, oui, mais vous pouvez pas laisser ça sans avoir des suggestions plus concrètes. C'est facile de faire un constat et puis après débrouillez-vous. Et donc il m'a dit non, il faut avoir suggéré un certain nombre d'options sans dire c'est ça la solution. Et j'ai dit clairement dans le livre, pour moi, je crois que c'est aux politiciens à réfléchir à la solution, et le Chief Digital Officer est une piste que je mets sur la table, mais plus pour faire réfléchir que pour l'appliquer. Et du coup, comme j'ai mis ça comme une piste, pas du tout pensé qu'on me demanderait un jour de le faire. Non, pourquoi? Parce que j'ai encore énormément de trafic à faire ici chez Google, et je crois que Google est une société assez fantastique. Et je crois que je pourrais, par exemple, en être le partenaire. Je suis prêt à aider tant au niveau personnel que pour Google. Mais voilà, je suis persuadé qu'il y a des gens capables en dehors sur le marché pour faire ça. Nous arrivons au bout des 70 minutes. Thierry Hertz, merci. Merci pour votre intérêt. Vous êtes, comme on l'a dit, l'auteur de Digitalis, publié l'an dernier chez Racine, disponible en e-book ou en librairie pour une vingtaine d'euros, je crois. Oui. On le recommande à tous nos auditeurs, et chers auditeurs, on vous retrouve dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est déjà tout pour ces 70 minutes avec Thierry Hertz. Last but not least, on parlait de lui avec Myriam il y a 2 semaines. Rudy Lyonnais sera un invité dans quelques semaines. Et voilà, étant un grand fan de 5 heures depuis très longtemps, j'ai super hâte de faire ça. Pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner à 70 minutes avec sur les réseaux sociaux. Il y a des liens dans la description de cet épisode, et aussi sur votre plateforme de podcast préférée. Allez, à dans 2 semaines. Bye.